بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الدرس حول المصطلحات الطبية باللغة العربية. Donc, je souhaite la bienvenue aussi aux étudiants étrangers. Donc, je vais essayer d'utiliser en même temps la langue arabe et la langue française au cours de mon cours. Et donc, veuillez prêter attention et j'espère que vous allez réviser ce cours avant de venir à l'amphithéâtre. Donc, la terminologie médicale se caractérise par des termes particuliers, et ces termes particuliers en particulier ne constituent pratiquement que 10% à peu près dans un texte médical. Et donc, ce qui est important dans le texte médical, c'est plutôt le texte linguistique, et le texte médical peut être utilisé si on connaît bien la linguistique de manière générale. Et cette partie de 10%, si on l'utilise dans une langue indo-européenne, c'est très différent de la langue arabe. Donc, ce qui est important dans la terminologie médicale, ce n'est pas les mots, mais plutôt le concept véhiculé par ces termes médicaux. Les concepts importants à connaître, c'est des termes qu'on va utiliser en pratique dans le cadre de la terminologie médicale. Tout d'abord, c'est quoi la terminologie médicale? C'est l'étude des termes qui sont utilisés en médecine, qui véhiculent des concepts médicaux. Et donc, nous avons ici le terme concept, un concept médical, ou un concept de manière générale, c'est l'ensemble des informations véhiculées par un terme à travers soit sa définition, soit après décomposition du terme. Donc la décomposition, elle va obéir aux règles structurales de la langue. Donc en français, c'est une langue sérielle, c'est-à-dire on accole plusieurs parties pour créer un mot. Et donc on a un corps, on a un préfixe, on a un suffixe. Donc il faut décomposer le terme pour tirer les concepts véhiculés par ces différentes composantes. En arabe, c'est plutôt une langue dérirationnelle, et donc on est obligé de chercher ce qu'on appelle la racine du mot et l'ordre vocal utilisé pour véhiculer le concept. Donc, exemple ici pour une définition, par exemple ici, donc il faut définir le terme médical pour pouvoir trouver le concept. Donc on peut les tirer de la définition. Par exemple, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique qui se caractérise par des épisodes récurrents de toux, sifflement ou gêne respiratoire, réversibles spontanément ou sous traitement. Donc ça, c'est la définition de la maladie asthmatique. Mais le texte médical, en réalité, une grande partie du texte médical est faite de langage littéraire. Et environ uniquement 10% dans la plupart des textes médicaux qui comprennent des termes purement médicaux et qui ont besoin vraiment d'être définis. Donc le texte médical doit être véhiculé par la langue. Et la langue est le véhicule obligatoire de ce texte dans la communication médicale. Et donc, il doit être adapté au public cible. Quel est ce public cible? Ça peut être un public dans le cadre de l'enseignement, étudiants en médecine. Ça peut être les médecins en formation, c'est ce qu'on appelle la formation médicale continue. Donc, vous aurez des séminaires de formation, ce qu'on appelle des ateliers, des congrès, une fois que vous êtes médecin, ou faire ce qu'on appelle la formation médicale continue.
Les patients en consultation, vous allez voir des patients qui ne parlent pas français et qui vont avoir besoin d'une explication de ce texte médical. La population générale marocaine, dans le cadre de la sensibilisation, lorsqu'on vous demande de parler au niveau d'une chaîne télévisée ou radio, ou bien vous voulez communiquer de l'information médicale au niveau d'une plateforme sociale, donc au niveau d'un réseau social, vous avez besoin d'un langage médical adapté à la population cible. Et dans notre contexte, c'est la population marocaine. Et donc, première cible, objectif, c'est l'enseignement. Donc, l'objectif du texte médical, dans le cadre de l'enseignement, le public ici, c'est les étudiants en médecine, les médecins en formation, et il faut ajouter aussi la formation du personnel de santé non médical, donc les paramédicaux, les infirmiers, les kinésithérapeutes, ceux qui font la kinésithérapie, les aides-soignants. Donc, tout ça, ce sont ont besoin d'une formation. Mais en pratique, il faut ajouter à ça que l'on connaît des étudiants en médecine marocains, en grande partie marocains, vous avez des médecins de formation en grande partie marocains, vous avez des personnels de santé en grande marocains, et normalement l'OMS recommande l'utilisation de la langue mère en enseignement. Et donc, normalement, notre langue mère, qui est la langue arabe, devrait être la langue d'enseignement adaptée à cet enseignement-là médical. Et donc, ici, comme j'ai dit, la langue arabe devrait être la langue principale d'enseignement au niveau médical, et on est normalement dans toutes les sciences médicales, dans toutes les données scientifiques. On ne parle pas de recherche, on parle d'enseignement. Donc, il ne faut pas mélanger la recherche avec l'enseignement. Puis, vous avez les patients. Le patient, le deuxième public cible du texte médical, c'est le patient. Donc, le patient, il a besoin de quoi? On a besoin de comprendre les plaintes du patient. Le patient va venir, il va avoir des plaintes. Il se plaint de douleur, il se plaint de diarrhée, il se plaint de vomissement. Donc, pour comprendre les plaintes du patient, il faut comprendre sa langue et savoir traduire ces plaintes-là en termes médicaux tels que vous l'avez, tel que vous l'avez enseigné. Et donc, on a besoin aussi du texte médical dans ce qu'on appelle l'interrogatoire des patients. C'est-à-dire, lorsqu'on veut poser des questions aux patients, on a besoin d'utiliser la langue adaptée aux patients pour qu'ils la comprennent. Expliquer des examens complémentaires, on va lui demander de faire un examen complémentaire. C'est quoi un examen complémentaire? Par exemple, on va lui demander de faire une radiographie ou un scanner. Il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est cet examen-là et comment il va le faire, et pour qu'il adhère au traitement, pour qu'il puisse suivre le traitement, suivre l'examen et le réaliser. L'éducation sanitaire, une fois que tu as posé un diagnostic, il faut expliquer au patient quelle est cette maladie qu'il a. Et donc, en lui expliquant, il faut qu'il comprenne. Et donc, il faut une langue adaptée, un langage médical adapté au patient. De même, éducation thérapeutique. On va lui dire que tu vas prendre, on va lui prescrire une ordonnance, on va lui dire qu'est-ce qu'il va prendre comme médicament. Et donc, on doit lui expliquer qu'est-ce qu'il va prendre, quelle dose, combien de fois par jour, le nom des médicaments, il ne faut pas qu'il mélange les médicaments. Donc, il y a des traitements qui sont un peu plus compliqués à expliquer, donc il faut savoir simplifier ça, et tout ça, ça a besoin d'un langage adapté aux patients. Et donc, on est devant des patients marocains, et donc on est obligé, normalement, en plus d'avoir ce qu'on appelle des supports pédagogiques d'information adaptés à notre contexte marocain, et nécessité dans ce cas de communiquer en langue maternelle des patients
qui est la langue la plus proche, c'est la langue arabe. Puis vous avez la population générale. La population générale, l'objectif dans la population générale, c'est la sensibilisation. La sensibilisation du grand public, donc essentiellement à travers les médias, programmes télévisés ou radio, ou bien à travers les réseaux sociaux, ou bien des clips de sensibilisation, on veut les préparer, ou bien des articulés, des communiqués de presse qui doivent être adaptés à la population. La même chose, c'est une population générale marocaine, et normalement, tout ça doit de se faire avec un langage adapté et nécessité de communiquer en langue mère adaptée, qui est la langue, dans le contexte de la langue arabe. Donc, étudiants en médecine, médecins, formation en personnes de santé marocain, patients marocains, population générale marocaine. Donc, nécessité de communiquer en arabe avec tous ces gens-là. Et si vous êtes obligé d'avoir un enseignement en français, donc il faut quand même apprendre à traduire et savoir traduire vos notions que vous avez acquis en enseignement médical, savoir les traduire en langage adapté aux études, aux patients marocains, à la population générale marocaine. Donc il n'y a pas que la nécessité d'enseignement, de sensibilisation, de formation, mais aussi la nécessité de recherche, la nécessité de recherche en médecine et la médecine, il y a un développement très rapide de la médecine et donc il y a des termes médicaux en perpétuel développement et renouvellement et donc nécessité de traduire ces termes-là en arabe pour les adapter à notre communication médicale. Donc les données médicales anciennes et nouvelles devraient normalement être traduites en arabe pour faciliter cette communication médicale avec la population. La langue arabe, c'est la plus riche des langues dans le monde. Le nombre de mots qu'on trouve dans la langue arabe avoisine les 12 millions de mots. Et ça constitue pratiquement 25 fois ce qu'on retrouve dans les autres langues. La langue la plus riche après la langue arabe, qui est la langue anglaise, ne contient que 600 000 termes dans les dictionnaires. Et donc, pourquoi cette richesse, cette différence de... Tout d'abord, l'ancienneté de la langue arabe. La langue arabe, c'est une langue. Donc, pourquoi une langue arabe en médecine? Il faut savoir que les Arabes musulmans étaient la référence en médecine pour l'Europe jusqu'au début du 19e siècle. Et la preuve, les différents livres qui étaient restés utilisés jusqu'à cette date-là. Par exemple, le livre de chirurgie de Az-Zahrawi a été imprimé en Europe en 1497, en 1541 et en 1778. Et il était enseigné à Salerno et en Montpellier en France. Le livre Al-Qanun, les Européens l'appellent le canon, et Al-Qanun fi Tibb, ce livre-là, il était enseigné en Europe pendant 7 siècles. Et ce livre-là était la référence en médecine en Europe. Et le terme canon, c'est une déviation du terme Al-Qanun qui est utilisé en arabe. Donc l'éditeur de ce livre, c'est Ibn Sina. Les Européens l'appellent Avicenne. Et donc Ibn Sina, c'était le savant référent en termes de médecine en Europe. L'OMS recommande l'utilisation de la langue mère en enseignement. Et donc, normalement les Arabes ou un pays arabe devrait enseigner avec sa langue mère
qui est la langue arabe, d'autant plus que la communication avec les patients et des médecins entre eux et des enseignants avec les étudiants en médecine se ferait facilement avec la langue mère. Donc les études montrent que le niveau de médecine, par exemple, chez les Syriens qui enseignaient la médecine en langue arabe depuis plus de 100 ans, et des études ont montré que leur niveau est le même que le reste des médecins recrutés aux États-Unis. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est ce problème de communication, c'est faciliter la communication entre le patient et le médecin arabe, en sachant qu'un médecin arabe, lorsqu'il va parler à un malade arabe, donc il est obligé de traduire ces notions médicales en français qui sont dans sa pensée, il est obligé de les traduire dans la langue arabe, puis de les faire véhiculer au patient. Le patient va répondre aux questions éventuellement, et une fois que ces données ont été recueillies à partir du patient, le médecin est obligé de le retraduire pour pouvoir réfléchir. Et ça constitue une perte de temps et aussi une source de perte d'information, et ça risque d'inhiber la communication entre le patient et le malade. La même chose pour entre l'enseignant arabe et l'étudiant arabe, la même chose se passe. Donc on est obligé de traduire nos pensées en langue française, de les véhiculer en français et puis de les retraduire en arabe. Aussi bien cet effort d'aller-retour se fait aussi bien chez l'enseignant qu'il se fait chez l'étudiant. Deuxième chose, c'est qu'il y a un côté, une charge émotionnelle dans la langue mère, et donc cette charge émotionnelle elle a un rôle important dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Et cette charge émotionnelle, on ne va pas la trouver avec la langue mère. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande d'utiliser la langue arabe, et vous avez un site, le site de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez la version ici, arabe, et dans cette version arabe du site de l'Organisation mondiale de la santé, vous allez trouver des données scientifiques en langue arabe, mais qui normalement sont destinées aux Arabes. Bien sûr, vous avez les autres langues, l'anglais, le français, les russes, l'espagnol. Et donc, vous avez pour chaque pays sa langue mère, et cette langue mère devrait être la référence dans l'enseignement et dans l'éducation des patients. Des efforts de traduction en langue arabe des données médicales ont été réalisés. Tout d'abord, au niveau mondial, essentiellement l'Organisation mondiale de la santé, déjà, il met en ligne un dictionnaire de traduction de l'anglais ou du français à l'arabe, qui s'appelle Al-Mu'jam At-Tibbi Al-Muwahhad. Vous allez trouver aussi dans ce site des livres de médecine traduits en arabe, et ces livres de médecine sont gratuits, et donc vous pouvez trouver des livres de médecine avec des données scientifiques importantes, intéressantes, qui vont servir pour la compréhension de certaines données médicales. Et donc, je vous invite à visiter ce site. Donc, ce site-là, c'est pour la recherche, vous écrivez WHO, c'est-à-dire World Health Organization, ou vous écrivez Organisation mondiale de la santé, ou vous écrivez Munazzamat as-Sihha al-Alamiyya. Ici, vous avez des exemples de thèses qui ont été soutenues et qui concernent la traduction de termes médicaux ou de cours
de médecine du français à l'arabe. Donc ici, vous avez la traduction de la pathologie respiratoire et de la sémiologie respiratoire. Et ici, vous avez le dictionnaire conceptuel des termes médicaux généraux et des termes spécialisés de l'appareil respiratoire. Donc, المعجم المفهومي للمصطلحات الطبية العامة والخاصة بطب الجهاز التنفسي وتعريف دروس علم الأعراض والأمراض التنفسية. Voilà un autre dictionnaire, le dictionnaire conceptuel français-arabe, les termes de neurologie et de neurochirurgie, donc qui est plus récent et qui adopte une traduction conceptuelle, c'est-à-dire que on prend le mot français, on le définit, on traduit la définition en arabe et on cherche les concepts qui existent dans cette traduction et on utilise les règles de la langue arabe pour obtenir le mot arabe. C'est à l'opposé des traductions anciennes qui utilisaient le mot à mot et qui parfois étaient erronées. Là, un autre type de traduction. Ici, on تعريب الملف الطبي. Donc, c'est la traduction du dossier médical. On a fait des exemples d'observations médicales et de patients dans l'appareil respiratoire en pneumologie et qu'on a traduit en arabe. Voilà, une autre traduction ici, c'est de la sémiologie de l'appareil digestif chirurgical. Enfin, on a aussi des supports pédagogiques pour les patients. Ici, on a des supports pédagogiques pour les patients qui ont le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil, donc une maladie où le patient fait des apnées, mais au cours du sommeil, il ne se rend pas compte de ça, et qui retentit sur le patient. Donc là, on a la version, ce qu'on appelle un support pédagogique, donc un dépliant qu'on donne au patient pour lui expliquer sa maladie, soit la version française, et ici vous avez la version arabe, مرض انقطاع النفس النومي, البهر النومي. Donc là, on l'a édité dans notre centre de médecine de sommeil, au CHU de Fès, dans le service de pneumologie du CHU. Voilà, à l'intérieur, on voit, on décrit, on explique aux patients que cette maladie, donc la maladie, les complications en arabe, donc ارتفاع الضغط الدموي, مرض السكري, جلطات الدماغ, الاكتئاب, la manière où on fait le diagnostic, donc ce qu'on appelle la polysomnographie. Il y a un appareil qui s'appelle la polysomnographie qui permet de poser le diagnostic des pathologies respiratoires du sommeil ou les pathologies du sommeil de manière générale. Et il y a ainsi un traitement qui s'appelle l'appareil de pression positive continue, جهاز الضغط الموجب المستمر. Donc c'est un petit appareil qui permet de traiter cette pathologie-là. Donc là, c'est un exemple de support pédagogique qu'on donne au patient et qui est adapté à la langue du patient, la langue arabe du patient. Donc il peut la lire, il peut l'expliquer. Quelqu'un qui sait lire va l'expliquer aussi à un patient qui ne sait pas lire. Donc ici, vous avez la version française. On explique ici donc l'appareil de pression positive continue. Donc le traitement, le diagnostic, la polysomnographie, la polygraphie ventilatoire. Ici, les complications de la maladie. Donc on a les deux versions pour le